Bonjour à tous, dimanche 3 août, on est en vacances, mais sur Divergence, on travaille toujours avec aujourd'hui nos deux invités de choc, Fabrice Sorlin, Xavier Moreau. Bonjour messieurs, comment allez-vous pendant cet été? Bonjour Alexis, tout va bien. Ah. Alors, Fabrice, tu es déjà en vacances. Xavier, je sais que tu seras bientôt en vacances. Je ne suis pas en vacances, je suis en France, mais je travaille de France. Je ne suis pas encore en vacances. Au mois d'août, je le serai. Les petites fleurs derrière, ça sent la maison des vacances quand même, je le dis. Aujourd'hui, messieurs, on a choisi trois thèmes dans cette émission. On va parler de Trump et de la Russie, la guerre chaude après la guerre froide. On parlera de France, Canada, Portugal. Faut-il enfin reconnaître internationalement la Palestine? Et puis enfin, on reviendra un petit peu sur l'affaire Epstein. Chut. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur, rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Ah là là, Valérie Pécresse, la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. La pauvre, elle a dû casser son PEL pour survivre derrière cette humiliante défaite. Messieurs, juste avant le lancement du générique, je faisais un petit chute parce qu'on va parler finalement d'Epstein en premier. On va commencer, on regardera Trump et la Russie, le meilleur pour la fin. L'affaire Epstein, c'est le chute de Donald Trump parce que il avait prévu de tout révéler lorsqu'il était en campagne. Il sortirait tous les documents, tout serait déclassifié. Finalement, il n'arrête pas de dire à tout le monde ou de tweeter ou d'écrire sur son média The Truth. Et arrêtez de m'embêter avec cette affaire d'Epstein, il n'y a rien à voir, circulez, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Fabrice, toi qui es le plus à côté de moi, peut-être en premier, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il est embarrassé ou qu'est-ce qu'il cache, Trump? En fait, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'effectivement, c'est une attente de sa base MAGA. Pendant l'élection, l'avant-élection présidentielle, toute la campagne, il a promis qu'il divulguerait les secrets de cette affaire. Et toute sa base, en fait, l'attend aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce que Trump avait appelé nettoyer le marais. Les Américains qui ont voté pour lui ont voté pour Trump essentiellement parce qu'il avait promis de nettoyer le fameux marais, qu'il avait promis de s'en prendre à l'état profond. Et aujourd'hui, les Américains, le peuple américain a parfaitement compris que l'affaire Epstein, c'est une affaire qui touche l'état profond et qu'il y a beaucoup de personnalités politiques très haut placées qui sont impliquées dans des scandales qui sont absolument immondes, parce qu'il faut rappeler quand même que Epstein, c'est le viol de dizaines de filles, dont certaines qui sont mineures. C'est quelque chose qui est absolument dégoûtant, qui rebute la plupart des Américains, et donc les Américains aimeraient avoir des noms parce qu'ils savent que les politiques très haut placés ou même ceux qui sont dans l'état profond, en fait, une grosse partie d'entre eux ont fait partie et sont partis sur l'île d'Epstein. Donc eux, ce qu'ils auraient aimé, c'est avoir ces noms-là de façon justement à ce qu'ils puissent avoir la garantie qu'enfin Trump applique la promesse qu'il leur a faite, à savoir nettoyer le marais, nettoyer l'état profond. Et aujourd'hui, il y a une très grosse déception de la part de la base donc électorale de Donald Trump, puisque Trump refuse absolument et catégoriquement de sortir en fait les secrets et les dessous de cette affaire. Et il devient d'ailleurs de plus en plus fébrile, de plus en plus nerveux, de plus en plus virulent, puisqu'il a même insulté sa propre base en disant: ceux qui me demandent de divulguer les noms sont des imbéciles, et je suis content qu'ils ne votent plus pour moi, en quelque sorte. Donc, en fait, il y a un gros malaise qui s'est installé entre lui et ses plus fidèles, on va dire, enfin sa base électorale la plus fidèle.
Et forcément, des questions sont en train de se poser. En fait, les Américains se posent de plus en plus de questions. Pourquoi est-il si compliqué pour Donald Trump de divulguer les noms? Et évidemment, la première conclusion qui s'impose, c'est de se dire que Donald Trump doit en faire partie. Alors, on n'a aucune preuve, évidemment, aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un gros malaise qui est en train de s'installer aux États-Unis à cause de ça. Xavier, Fabrice a dit avec justesse, c'est assez surprenant dans cette affaire, c'est que les MAGA poussent à mort et demandent quasiment toutes les semaines les divulgations et déclassifications de ces dossiers. Notamment, on aurait pu craindre que les démocrates soient dedans, forcément. Les démocrates poussent énormément, justement, eux aussi, pour avoir ce dossier. Il y a finalement qu'un seul pilote dans l'avion qui, lui, va à contresens de tout le monde, c'est Donald Trump. Fabrice a dit, bien entendu, on n'aura pas dans cette émission le secret de est-ce que Trump fait partie des choses, mais est-ce qu'il risque pas, je vais poser une question un petit peu différente, est-ce qu'il risque pas justement de perdre totalement sa base républicaine et vraiment de se retrouver totalement isolé? On ne sait pas trop, on va voir s'il va finir par les sortir ou pas. Moi, il y a une hypothèse qui me paraît possible. Alors, on a perdu l'hypothèse de Xavier. Fabrice, tu entends Xavier, toi, ou pas? Non. Non plus. Bon, alors, Xavier va nous rejoindre dans quelques minutes. Fabrice, sur cette question, que je posais à Xavier, est-ce que tu penses, toi, qu'il y a un risque, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui pour Trump de vraiment être isolé politiquement, de perdre totalement aux États-Unis? Les Américains sont fous. Hein, je parle les Américains, sa base MAGA, elle est folle à cause de ça, mais pas que à cause de ça. On se rappelle quand même qu'il avait promis aussi d'être le président de la paix, que c'était quelqu'un qui n'engagerait aucune guerre, etc., qu'il allait terminer toutes les grandes guerres qui se passent sur le monde. Bon, 6 mois après, c'est quand même un échec total. Économiquement pareil, hein. Économiquement pareil. Il avait, je me souviens d'une petite vidéo de campagne qu'il avait faite où il avait mis sur une table de mémoire une quinzaine de produits de la vie quotidienne et où il avait dit ces produits-là baisseront de tel prix à mon arrivée. Et puis finalement, rien n'a changé. Xavier, on est heureux, on t'a retrouvé parmi nous. Est-ce que tu as le son également? Oui, je pense. On te redonne la parole, excuse-moi. Oui, ce que je veux dire, moi, il y a une hypothèse que je verrais bien, c'est que, a priori, Epstein travaillait pour les services secrets israéliens. Son objectif, sa mission, c'était de compromettre l'élite politique en les invitant. Et puis, une fois que vous avez couché avec un enfant, évidemment, vous êtes tenu. Et donc, Trump est en train d'essayer de négocier des choses au Proche-Orient, notamment avec Israël. Donc peut-être qu'il garde aussi ça dans sa manche comme un moyen de pression, notamment vis-à-vis de la bande de dingos qui dirige Israël actuellement. Et donc je pense que ça peut être le retard dans la publication des dossiers Epstein est peut-être lié à ce qui se passe au Moyen-Orient. Je n'ai pas d'informations particulières là-dessus, mais je pense que ça pourrait être une hypothèse. Et dans ce cas-là, Trump finirait plus tard par publier les dossiers Epstein. Et finalement, comme en plus il aurait freiné des cas de fer, on ne pourrait pas l'accuser d'avoir voulu déstabiliser la vie politique américaine. Voilà un peu l'hypothèse que j'ai. De toute manière, on sait qu'avec Trump, il peut dire une chose, faire son contraire, faire le contraire de ce qu'il a dit, dire le contraire de ce qu'il a fait. Donc voilà, mais pour moi, le fait que Epstein était sans doute un agent israélien qui était là pour compromettre une partie de la classe politique américaine, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir pour comprendre ce qui se passe actuellement avec la non-publication des dossiers Epstein. Alors c'est très intéressant ce que dit Xavier, excuse-moi Fabrice, parce que cette hypothèse prouverait, ou continuerait de prouver que Donald Trump est extrêmement aussi peut-être tenu, peut-être à défaut de faire pression sur Israël, mais peut-être tenu par Israël tout simplement. On l'a vu dans le cas du conflit entre Israël et l'Iran. Les décisions politiques ont été extrêmement surprenantes de Donald Trump.
elle allait systématiquement dans le sens d'Israël. Donc, c'est peut-être là, du coup, l'inverse, Xavier, en partant sur ta théorie qui peut être vraiment très intéressante, de dire c'est peut-être pas Trump qui tient Israël, mais peut-être bien définitivement Israël qui tient Trump. Fabrice? C'est-à-dire, c'est ce que j'allais dire. Je pars de même prémisse. Je pense effectivement que Epstein était un agent du Mossad, dont le but était de compromettre des personnalités haut placées afin de pouvoir les tenir politiquement. Mais ma conclusion, ou en tout cas mon hypothèse, ça serait plutôt de dire que c'est la raison pour laquelle Trump n'empêche ni le massacre, ni le génocide qui se déroule actuellement à Gaza, et qu'il n'a pas pu empêcher non plus Netanyahou d'attaquer l'Iran, et qu'il a dû d'ailleurs intervenir pour aider Netanyahou après les 12 jours de guerre, puisque Netanyahou et Israël étaient à bout de souffle, suite aux attaques répétées des missiles iraniens. Et pour moi, ça expliquerait, ou en tout cas mon hypothèse, ça serait plutôt de dire, c'est peut-être parce qu'il est sur cette liste qu'il n'a pas de moyens de pression sur Netanyahou pour le faire arrêter sa politique complètement dingue au Moyen-Orient, à la fois vis-à-vis de Gaza, mais du Sud-Liban, mais aussi aujourd'hui de la Syrie, et juste hier de l'Iran. Donc moi, c'est plutôt comme ça que j'interprète, en tout cas. Intéressant, en tout cas, messieurs. Effectivement, on reviendra prochainement, et si on a de nouvelles avancées sur le sujet. Je rappelle quand même, Xavier, peut-être dernière petite question, que la question des déclassification des documents, notamment pour Kennedy, s'était posée. Donald Trump, là, pour le coup, a déclassifié des documents qui étaient complètement caviardés, donc c'est-à-dire dans le langage en français, qui était complètement marqué, stabiloté en noir. Donc toutes les données qui devaient être déclassifiées l'ont été, mais en fait elles étaient illisibles. Donc ouais. Ça me fait penser quand von der Leyen a sorti les contrats qu'elle avait signés avec les grands laboratoires pharmaceutiques par rapport au vaccin, il y avait un mot sur 100, en fait, qui n'était pas complètement rayé. Oui. Donc, en fait, ça ou rien, c'est pareil. Exactement. Visiblement, en tout cas pour les déclassifiés de Kennedy, c'était exactement pareil. Effectivement, allez, petite pub, et on va passer à notre thème numéro 2. On va revenir justement France, Canada, Portugal. Faut-il enfin reconnaître internationalement la Palestine? On se pose la question tout de suite après le générique. Allez, la pub était un petit peu longue, excusez-nous pour ça, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour venir visiter la Russie du 20 au 27 octobre si vous êtes intéressé, si vous voulez voyager, si vous voulez découvrir Moscou, si vous voulez découvrir l'Anneau d'Or et ses villes monastères merveilleuses, notamment Sergueï Posad. Eh bien, écoutez, prenez attache avec nous. Le lien sera en description sur notre site internet divergencepolitique.fr dans la rubrique voyage. Voilà. Bon, j'ai fini la pub pour ceux qui seraient intéressés par venir découvrir la Russie. Messieurs, deuxième sujet aujourd'hui qu'on a sélectionné, la Palestine commence à trouver de plus en plus de soutien dans les pays dits occidentaux pour la reconnaissance de son autonomie ou de son indépendance, ou en tout cas de son existence en tant qu'État. Est-ce que vous pensez, tous les deux, Xavier, on va commencer par toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne voie à suivre politiquement? En fait, je pense que de toute manière, il faut faire quelque chose par rapport à ce qui arrive en ce moment à Gaza, parce que c'est vraiment terrible. Et donc, après tout, pourquoi pas tenter ça? Je suis pas certain que ça influe réellement sur la volonté de Netanyahou de mettre fin au massacre, mais il faut essayer. Faut essayer. Moi, j'aurais plutôt vu, étant donné la configuration, une fédération. Pourquoi pas une fédération? Pourquoi pas un État multiethnique, puisque en plus les défenseurs de Netanyahou en France, c'est ce qu'ils nous recommandent de faire pour notre pays.
Donc, j'aurais plutôt vu une fédération, étant donné encore une fois la configuration géographique avec la Cisjordanie d'un côté, la bande de Gaza de l'autre, ça m'aurait pas paru plus fonctionnel. Et puis la fin de la colonisation me paraîtrait aussi quelque chose de normal. Voilà. Donc, pourquoi pas. De toute manière, je pense que ce qui se passe en fait, c'est qu'on a vu ça notamment dans les pays arabes, c'est la rue arabe qui met la pression aux dirigeants. Et en France, alors je dirais pas que d'ailleurs nous c'est la rue arabe, parce que oui, il y a des manifestants d'origine ethniquement arabe ou africain, mais il y a aussi beaucoup de blancs. Il faut voir notamment la France insoumise, hein, c'est un parti de blancs en fait, essentiellement, et de blancs gauchistes, et c'est eux qui manifestent. Donc je pense qu'il y a une grosse pression de la part d'une partie de la population, et que Emmanuel Macron est bien obligé de s'aligner sur de prendre en compte cette contestation, puisque lui-même essaie de courir après l'électorat de gauche, et ça c'est et qu'en plus il y a des municipales bientôt. Donc autant on sait que les populations immigrées qui aussi donc encore une fois font partie de se manifestent peu pour des élections nationales, autant au niveau local ça peut jouer un rôle important. Voilà. Et puis il faut pas non plus sous-estimer le fait que Emmanuel Macron cherche en permanence à faire le buzz. Donc en ce moment, sur l'Ukraine, il rase les murs. Et donc pour lui, tout d'un coup, proposer quelque chose qui va attirer notamment même de l'hostilité de la part, par exemple, de Washington ou de Netanyahou, pour lui, c'est bon. C'est bon parce qu'il agit, il prend l'initiative, et on parle de lui. Il vaut mieux qu'on parle de lui même en mal plutôt que de ne rien en dire. Ça m'avait fait bien rire. Pour la petite histoire, je regardais sur le compte LCI de YouTube, et pour regarder, essayer de me trouver un gamelin ou un moment bunker, et je vois un titre, c'est donc il y a Emmanuel Macron et Donald Trump, et c'est le face-à-face, comme si Macron jouait dans la même catégorie que Donald Trump. Donc en fait, pour lui, il essaie d'exister sur la scène diplomatique pour essayer d'exister sur la scène nationale où il est très impopulaire. Donc faire ce genre d'annonce, pour lui, c'est aussi un moyen de se mettre sur le devant de la scène. Mais bon, cela dit, moi je suis favorable au point où on en est à la reconnaissance de l'État palestinien, parce que déjà en plus il y a un consensus sur le fait qu'il faut appliquer les résolutions des Nations Unies. Donc commençons par ça. Et puis après on verra la suite. Est-ce que ça va empêcher Netanyahou de continuer le massacre? J'ai quelques doutes, mais on peut toujours essayer. C'est très rigolo ce que tu as dit, Xavier, parce qu'effectivement, Trump a réagi à la prise de parole de Macron sur l'autonomie, l'indépendance, la reconnaissance, pardon, je vais y arriver, la reconnaissance de la Palestine. Il a dit, Donald Trump, il a dit, oui, enfin c'est très bien, Macron il dit beaucoup de choses, mais ce qu'il dit ne compte pas. C'était quand même la pire humiliation pour un président de la République française, quand même. C'est le commentaire qu'a fait Sergueï Lavrov sur la conversation avec Poutine, en disant « Je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est dit, les Russes sont sérieux, mais je peux vous dire, en gros, ça n'a servi à rien, notamment parce qu'il a menacé la Russie le lendemain même. » Voilà, Xi Jinping, c'est clairement ne le prend pas au sérieux. Personne ne prend Emmanuel Macron au sérieux. Personne. Non plus en France, parce que c'est 7% la cote d'Emmanuel Macron, la cote de satisfaction d'Emmanuel Macron. C'est surcoté. C'est déjà surcoté, tu as raison. Fabrice, on a vu quand même, au-delà des pays que je citais, France, Canada, Portugal, les Anglais, et ça c'est quand même assez surprenant, les Anglais ne sont pas fermés à la question. Il y a vraiment, ça pousse aussi en Angleterre, au Royaume-Uni, pour aller dans cette direction. On a vu Donald Trump envoyer à Gaza, où il va arriver à Gaza, Witkoff, où il est arrivé ces derniers jours, j'ai pas bien suivi exactement, mais ça bouge quand même, notamment côté Macron pour le coup, qui s'est un petit peu rebellé contre Netanyahou en demandant l'arrêt notamment des envois humanitaires géré par les États-Unis et Israël au profit d'une coalition d'envois qui serait globalement Europe et Canada, quoi, si on veut schématiser. Est-ce que c'est le bon moment pour justement forcer la paix entre Israël et Palestine? Est-ce que tu penses qu'il y a, Fabrice, en tout cas une dissension dans le camp politique occidental?
Alors d'abord, je voudrais dire que lorsque tu parles de Macron qui se rebelle, ça me fait rire, je suis Oui, désolé, parce que c'est une tape sur pardon. le museau et il rentre à la niche. En fait, Xavier a bien décrit le mécanisme. Il est pris entre deux feux, Macron. Entre, d'un côté, j'en suis sûr, son soutien à Israël et aux sionistes, et à Netanyahou en tout cas, et d'un autre côté, la rue française, qui, par le jeu de l'immigration non contrôlée depuis des dizaines d'années, fait qu'aujourd'hui, il est obligé de tenir compte de cette nouvelle réalité. Mais Macron, s'il avait vraiment envie de soutenir les Palestiniens, déjà, il aurait pu commencer par appliquer le résultat de la Cour pénale internationale qui a condamné Netanyahou pour crime de guerre, crime de l'humanité, et qui est sous mandat d'arrêt international. Or, il y a quelques mois, il a laissé l'avion de Netanyahou survoler le territoire français pour aller aux États-Unis, et sans l'arrêter, bien évidemment. Donc c'est pareil, là, on est toujours dans le déclaratif, en réalité. On est dans le déclaratif sur la question du CPI, on est sur le déclaratif au niveau de la reconnaissance de l'État d'Israël, mais tant qu'il n'y aura pas de mesures contraignantes, ce que Macron dira ne servira strictement à rien. Et il en va de même pour les Anglais, Starmer, il en va de même pour le Canada, pour tout ça. En fait, en réalité, tout le monde a condamné le génocide qui se déroule aujourd'hui à mais tout le monde continue à fournir des armes, un soutien militaire à Israël. Donc, de toute façon, là, on est vraiment, encore une fois, dans un problème de politique intérieure. Macron cherche à se mettre la rue, j'allais peut-être pas de son côté, mais en tout cas à ne pas l'avoir en opposition frontale. Mais en réalité, il ne se passe strictement rien pour les pauvres Palestiniens qui se font massacrer. Et au moment où on parle de reconnaissance de la Palestine, il y a toujours ce fameux projet d'essayer de faire sortir tous les Gazaouis de la bande de Gaza pour en fait en faire une nouvelle... une French Riviera, une Gaza Riviera. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas tomber dans ce piège. Là, on est dans le déclaratif, on est dans quelque chose qui ne sert strictement à rien. Ce qui compte en politique et en géopolitique, ce sont les faits, les actions. Et il n'y a rien qui se passe dans ce sens-là qui prouve qu'aucun pays occidental ne soutient réellement la Palestine. Eh bien, écoute, second sujet qu'on suivra un petit peu dans le futur, juste pour le fun, puisqu'on va arriver sur notre fameux Donald Trump dans ce sujet numéro 3. Donald Trump qui a dit à propos du Canada, ils soutiennent le projet de la Palestine, donc je ne peux pas discuter avec ces gens-là. Commercialement, on sera dans une impasse. Donc, Trump a fait du Trump avec le Canada. Je pense qu'ils sont à peu près habitués. Et puis, ils se disent qu'après tout. Tu vois, Alexis, Trump s'empresse de prendre sur lui tous les lauriers d'un cessez-le-feu entre le Cambodge et. Oui, c'est très drôle. Le Cambodge et. Pardon. La Thaïlande. Et la Thaïlande, entre l'Inde et le Pakistan. Mais que fait-il dans le conflit entre Israël et le Hamas? Absolument rien. Pourquoi? Il s'était quand même attribué les lauriers. Mais ça, c'était les lauriers, pourquoi la guerre continue. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Allez, messieurs, on va passer à notre thème le plus réjouissant, le plus excitant à dialoguer. Trump-Russie, après la guerre froide, la guerre chaude. On va mettre un petit générique pour vous rappeler. Voilà, un petit générique pour vous rappeler de mettre un like à cette vidéo si vous avez aimé, de mettre un commentaire, de vous abonner bien entendu à la chaîne, de partager si vous le souhaitez avec vos amis cet été autour de la table à l'apéritif les vidéos de Xavier, de Fabrice que vous pouvez suivre également sur leurs canaux respectifs. Fabrice, tu l'as noté, ton canal Telegram dans la barre de recherche chez @Fabrice Sorlin. Beaucoup d'informations, Fabrice, sur ton canal, sur l'actualité géopolitique internationale, globale. Non, absolument. Mais oui, je traite d'actualité géopolitique globale, notamment avec un tropisme évidemment sur la Russie. Mais il faut quand même que je dise qu'en ce moment, le canal tourne un petit peu au ralenti. Ah, bon, ouais, mais c'est l'été, donc voilà. Tu le feras. Après l'apéritif, qui est de bonne aloi en été, tu mettras une petite info d'actualité internationale. Xavier Moreau, voilà, on ne te présente pas, la
vedette de notre chaîne, Stratpol, toutes les semaines, tous les vendredis matins ou samedi matin. Vendredi, ouais, en fin de matinée, début de journée. Ouais. Voilà. Ici Moscou sur RT en français le vendredi soir. Donc tous les vendredis soirs, c'est en live. En direct. Et voilà. Donc ne loupez pas. Oui, j'ai fait un anglicisme. Pardon, je vais me faire reprendre en direct, pas en live. Donc ne manquez pas l'émission. C'est de mémoire, c'est quoi? C'est 18h heure française, c'est ça? 17h heure française, 18h heure de Moscou. 18h heure de Moscou. Voilà. Et le canal de Telegram de Xavier, Stratpol. Voilà. Donc abonnez-vous sur tous les canaux. Bien entendu, Divergence Politique, si vous le souhaitez. Nous avons aussi un canal Telegram. Tout de suite, on passe au dernier thème. C'est celui qui nous a le plus séduit cette semaine. Trump qui décide de s'attaquer frontalement à la Russie, à Medvedev. Il y a eu des passes d'armes extraordinaires entre les deux personnages. Alors, il s'attaque à l'Inde pour son soutien à la Russie. Rappelons que Trump s'était attaqué aux BRICS il y a même pas une semaine ou 10 jours, je ne sais plus. Est-ce que l'un d'entre vous parle de Trump sur le sujet ukraino-russe? Xavier? Non, mais bon, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Trump mélange un peu tout. Il ne peut pas à la fois faire des négociations commerciales et en même temps menacer de droits de douane supplémentaires si on respecte pas les objectifs géopolitiques des États-Unis. C'est pas sérieux. On peut pas d'un côté négocier 25% par exemple de droits de douane avec les Chinois et puis tout d'un coup se mettre à les menacer de 100 ou 500% parce qu'ils achètent du pétrole russe. Ensuite, il faut voir une chose, c'est que visiblement ce que Trump ne saisit pas, c'est que l'Inde et la Chine, c'est des pays qui font entre 1,3 milliard et 1,6 milliard d'habitants. Vous ne pouvez pas faire un choc énergétique dans ces pays. Vous avez des régions de la taille de la France avec autant d'habitants, de plusieurs dizaines de millions d'habitants, de 100 millions d'habitants, qui tout d'un coup vont se soulever, vont protester parce que l'énergie coûte trop cher, que le charbon coûte trop cher, le pétrole coûte trop cher, etc. etc. Donc, même si Modi ou Xi Jinping étaient d'accord avec Trump, ils ne pourraient pas le faire. La Russie est le deuxième exportateur de pétrole et je crois de gaz au monde, peut-être même le premier au niveau du gaz. Et donc en fait, on ne peut pas se priver. Et même là, on voit très bien d'ailleurs dans les négociations avec l'Union européenne, n'a pas besoin de menaces de Donald Trump pour acheter du gaz américain. Ils le font déjà, et c'est déjà pas rentable. Ça coûte 4 fois plus cher que le gaz russe qu'on recevait initialement. Donc pourtant ils le font. Ils le font parce que idéologiquement ils ne veulent plus du gaz russe. Et ils achètent le maximum qu'ils peuvent. Si jamais ils achètent du gaz russe, c'est du gaz russe liquéfié, notamment la France est le premier importateur de gaz russe liquéfié, il faut le rappeler, devant la Belgique et l'Espagne. S'ils le font, c'est qu'il n'y a pas le choix. C'est qu'il n'y a pas de remplaçant, encore une fois. Ça s'appelle le marché. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que pour un homme d'affaires, c'est comme s'il ignorait complètement le marché. Il y a un marché, il y a un volume de gaz disponible dans le monde, il y a un volume de pétrole disponible dans le monde. Ça, on peut le faire varier. Et il y a des gens qui veulent l'acheter. Voilà. Et c'est ça qui décide du prix. Et c'est ça. Et pour obtenir ce pétrole ou ce gaz russe, l'Inde et la Chine feront ce qu'il faut. Et ensuite, il faut bien dire une chose, c'est que même pour Donald Trump qui s'est fait élire sur une baisse de l'inflation, une baisse du prix de l'énergie, etc., si tout d'un coup la capacité de production de gaz et de pétrole américain part vers l'Europe, les Américains vont être obligés de l'importer d'un autre côté, puisqu'ils sont quasiment à zéro entre ce qu'ils importent et ce qu'ils exportent. Donc ça veut dire qu'ils vont créer un déficit pour envoyer du gaz et du pétrole en Europe, pour embêter les Russes, et donc il va manquer aux États-Unis, donc les prix vont augmenter, et puis si ça se trouve, c'est eux qui vont être obligés d'importer du gaz et du pétrole russe. Donc en fait, on est dans une fois plus du déclaratif, dans du n'importe quoi. Ce qui est triste, encore une fois, pour Trump, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'on lui obéit uniquement dans les pays qui sont déjà colonisés, c'est-à-dire en gros l'Europe, le Japon et la Corée du Sud, et les partis des BRICS l'envoient balader. Lula, le président du Brésil, qui pourtant était élu grâce au Parti démocrate américain, l'a envoyé balader. Modi l'a envoyé balader pour l'Inde, Xi Jinping l'a envoyé balader, alors ils le font poliment,
Mais globalement, l'Indonésie aussi n'a pas l'intention de se laisser influencer. Et puis les pays, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite font ce qu'ils veulent. En fait, là, Trump va entrer dans une séquence où il va vraiment passer pour un guignol. C'est triste à dire. Alors, sauf chez nous, en Europe, où, de toute manière, on est des satrapies. Hein, donc, nous, on a Ursula, donc tout va bien. Mais même si Macron dit oui, on va pas en rester là, si, Emmanuel, tu vas rester là parce que tu peux rien faire. Et tu ne veux rien faire parce que tu es soumis. Parce que l'Union européenne était faite pour ça, était faite pour soumettre les nations européennes à Washington. Et ça fonctionne très bien. Alors, Fabrice, Xavier disait, et ça c'est très intéressant, Donald Trump, il va finir par s'humilier lui-même par son attitude. Et c'est ce qu'on est en train de voir peut-être dans les médias russes, où il y a véritablement un changement de ton sur la perception de Donald Trump. Moi, je me souviens, je suis rentré des élections américaines à Moscou et je faisais des interviews à l'époque pour GPTV dans la rue. Les gens étaient très enthousiastes. Les Russes étaient très enthousiastes sur Donald Trump. Il y avait véritablement une image positive sur le futur président, puisqu'à l'époque, il n'était pas en fonction. Aujourd'hui, les médias russes tapent à boulet rouge. Medvedev a fait une sortie à la Medvedev au lance-flamme. Trump, comme un enfant. Alors là, il faudrait comprendre, quand on est président de la première puissance au monde, qu'est-ce qu'on fait à passer son temps sur les réseaux sociaux? Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire. Trump a répondu du tac au tac à Medvedev. On a l'impression de deux collégiens qui sont en train de se bagarrer sur Facebook, quoi. Est-ce qu'à un moment, on peut prendre au sérieux Trump? Je pense que Trump a déçu tout le monde, à la fois sa base MAGA, mais aussi en dehors des États-Unis. Comme tu l'as très justement rappelé, il a suscité beaucoup d'espoir. Je le dis franchement, moi le premier, j'ai beaucoup cru en lui. J'ai pensé effectivement, parce qu'on lui avait volé ses dernières élections, etc., qu'il représentait un véritable danger pour l'État profond américain. Les Russes, comme tu l'as aussi souligné, se disaient il va essayer de tout faire pour stopper cette guerre en Ukraine. Et en fait, on se rend compte, alors là, on pourrait repartir sur le bilan de Trump après 6 mois, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Et aujourd'hui, en fait, non seulement il a déçu, mais il n'est plus pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il dit tout et son contraire du jour au lendemain. Et Xavier disait tout à l'heure, voilà, la Chine, enfin tous les pays des BRICS l'ont envoyé balader. Mais oui, bien sûr. Et plus personne, en fait, ne veut travailler avec Trump, parce que de toute façon, si aujourd'hui, Trump faisait des promesses à un de ces pays-là pour qu'il arrête d'acheter du pétrole à la Russie, en échange peut-être du pétrole américain ou autre, Xi, Modi ou n'importe quel autre, ou Lula, te dirait, mais oui, il dit ça aujourd'hui, on va signer un contrat aujourd'hui, et après-demain, il va déchirer le contrat, comme il l'avait fait d'ailleurs avec l'Iran en 2018. En 2018, il avait déchiré le contrat qui avait permis à l'Iran, enfin, vous avez trouvé en fait un terrain d'entente par rapport au nucléaire iranien, les sanctions, etc. Du jour au lendemain, il a tout déchiré. Personne ne fait confiance à Trump. Trump s'est largement déconsidéré. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où le chien aboie, la caravane passe. Il est clair et net que la Chine, l'Inde continueront à acheter du pétrole à la Russie, et les Russes continueront leur opération spéciale comme si de rien n'était, parce qu'ils n'ont plus confiance non plus en Trump. C'est-à-dire que Trump dit il faut arrêter cette guerre, mais si Trump voulait l'arrêter, ça serait très simple. Il y a une seule chose à faire, il arrête de livrer des armes. Mais simplement, Trump veut que la guerre cesse, mais à ses conditions, alors qu'il fait partie du camp des perdants. Même s'il n'arrête pas de dire cette guerre n'est pas ma guerre, cette guerre n'est pas la guerre des États-Unis, ben si, Coco. Cette guerre, c'est la guerre des États-Unis, puisque c'est vous qui avez poussé au Maïdan, c'est vous qui avez fourni les entraînements militaires, les armes, les munitions, l'argent. Alors même si c'était pas directement lui, mais Biden, il est président des États-Unis d'Amérique. Donc c'est la guerre des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, il faut qu'il l'assume. Et les Russes n'ont aucune raison de s'arrêter, puisqu'ils sont les grands vainqueurs sur le terrain. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça quand même intéressant de lire les différents posts de Medvedev, parce que Medvedev, en fait, dit tout force que
des millions de Russes pensent. C'est-à-dire, voilà, Trump, en fait, on s'en fout. On s'en fout de ce qu'il dit parce que ce qu'il dit aujourd'hui, il va le contredire demain. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire avancer notre armée et on ira jusqu'au bout des objectifs qu'on s'est fixés. Trump qui a répondu à Medvedev en disant que c'était un président raté et a parlé de l'économie indienne et russe. Je ne sais plus quel est le terme français, enfin la traduction française. Une petite économie. Oui, enfin, voilà. Je reprends, juste avant de te donner la parole, Xavier, un tweet que je trouvais très intéressant d'Alexander Dugin, le penseur russe, qui a tweeté plusieurs fois cette semaine sur Donald Trump et qui dit, donc là je fais la traduction rapide du message, il parle de Donald Trump qui a détruit donc les possibilités de réaliser des bonnes relations avec le meilleur et également le pire des pays. Et il finit en disant finalement désormais uniquement le pire following him. Maintenant, Donald Trump en fait attire uniquement le pire. Il n'y a plus le meilleur. Donc, il y a beaucoup de déceptions, on le voit. Il y a beaucoup de déceptions, Xavier. Je trouvais qu'Alexandre Dugin était un peu trop enthousiaste vis-à-vis de Trump. Moi, j'étais comme Fabrice. En fait, j'ai vu arriver ça avec plutôt d'optimiste, mais je voyais ça surtout du point de vue américain. C'est-à-dire, j'étais content pour les Américains qui se soient dotés d'un quelqu'un qui, et il faut quand même reconnaître qu'il l'a fait, qui a remis en cause la domination du lobby LGBT. Là, je voyais également, en ce moment, on n'en parle pas beaucoup, mais ce que fait Kennedy Jr. sur le Big Pharma, sur toutes les saletés qu'on met dans les produits qui sont mauvaises pour la santé, les produits de grande consommation, etc. Donc ça, on peut dire que, en tout cas, là-dessus, il tient ses promesses. Mais oui, je trouvais beaucoup d'enthousiasme de la part de Dugin parce qu'on n'était pas certain que Trump allait pouvoir le faire. On savait qu'il allait affronter l'État profond et malgré tout, c'est ce que j'avais dit avant qu'il soit élu. J'avais dit s'il est élu, il aura 3 mois pour résoudre le conflit en Ukraine, pour pas que ce soit sa défaite. Le narratif aurait pu fonctionner de dire c'est la guerre de Biden, c'est pas la mienne. Je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. C'est la guerre des États-Unis. En tant que président des États-Unis, il devrait avoir l'honnêteté de dire c'est la guerre des États-Unis, on n'aurait pas dû y aller, etc. Mais bon, son narratif aurait pu fonctionner. Maintenant, ça fait 6 mois qu'il est là, plus de 6 mois. Il y est toujours. Il menace la Russie et les partenaires économiques de la Russie de sanctions indirectes. Donc, il est partie prenante de la guerre. Il y a des tas de pays qui n'ont pas fourni d'équipement à l'Ukraine. Je crois que le Japon n'en a pas fourni, en tout cas pas officiellement, mais qui ont adopté une partie des sanctions contre la Russie. Donc, quand vous prenez des sanctions contre un pays, c'est que vous êtes co-belligérant. Et Trump, je pense que ce qu'il va annoncer dans les jours qui viennent, c'est qu'il va, à mon avis, on sera plus dans quelque chose de symbolique. Je ne pense pas qu'il y ait de sanctions secondaires. Il y aura des sanctions contre ce que la Russie exporte. Mais même là, je me demande comment il va faire. La Russie exporte 45% du carburant nucléaire, de l'uranium enrichi des centrales nucléaires américaines. Et si jamais il met 100% de sanctions, 100% de taxes, c'est les centrales nucléaires américaines qui vont le payer 100% plus cher. Voilà, bon. Pareil sur l'engrais russe, pareil sur le titane. Je crois même c'est plutôt les Russes qui ne veulent plus en vendre. Qui eux mettent leur contre-sanction. Donc en fait, mais quoi qu'il arrive, de par son discours, il est co-belligérant. Donc il est co-perdant. NATO, Losers Club. Il en fait partie et est en train de devenir le président du club. Et, alors justement, je te pose une question à propos de ce club. Est-ce que Trump, alors là je suis un peu provoque, est-ce que Trump n'est pas en train de devenir le Emmanuel Macron de 2025 ou de la prochaine décennie? Je pense pas quand même, parce que Emmanuel Macron, derrière lui, il n'a rien. Il n'a pas d'armée, il n'a pas d'économie, et en plus, il a une popularité qui n'a pas de popularité. Excuse-moi, Xavier, excuse-moi. Alex Jones, qui est comment on pourrait appeler ça, un YouTuber, enfin, il fait pas YouTube, mais un blogueur
très très suivi, très connu aux États-Unis, posait la question cette semaine dans une de ses émissions, est-ce que la base est toujours derrière Trump? Comment il s'appelle? Candace Owens, pareil. Notre ami journaliste là, qui est venu à Moscou, zut, j'ai un trou de mémoire sur son nom, qui est venu interviewer Vladimir Poutine à Moscou. Zut, l'américain. Tucker Carlson. Tucker Carlson, merci. Tire à boulet rouge, il a même fait une émission lui aussi cette semaine en disant c'est un génocide et ce qui se passe à Gaza et les États-Unis ne devraient rien avoir à faire avec cette histoire. Enfin, tu parles de Macron qui n'a plus de soutien. Trump, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème avec le MAGA, mais c'est pas du niveau de Macron. C'est pas comparable. Ça peut le devenir. S'il continue comme ça peut le devenir. Et puis, il y a quand même Trump a un contre-pouvoir sur lequel je compte beaucoup, qui est J.D. Vance. Et je vois aussi que, contrairement à ce qu'on peut lire dans certaines presses américaines, Rubio, son ministre des Affaires étrangères, essaie de temporiser le côté erratique de Trump. Donc, je pense pas que la situation à l'intérieur de Donald Trump soit au niveau de celle d'Emmanuel Macron. Mais Trump, derrière lui, il a quand même une armée, il a un complexe militaire-industriel, il a une économie qui, même si elle est surendettée, elle est tellement surendettée qu'en fait, on est obligé de compter avec, parce que si ça s'écroule, il y a tout qui s'écroule. Donc, je pense que, quoi qu'il arrive, l'inertie des États-Unis est bien supérieure. Et aussi une grosse différence, c'est que quand les États-Unis s'endettent, c'est pour investir dans la production. En France, quand on s'endette, c'est pour payer l'État socialiste. Donc, ça ne produit rien. Donc, en fait, on fait que creuser le déficit sans rien produire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux pays. Ce qui est clair, c'est que si ça continue comme ça, les États-Unis vont se faire dépasser au niveau militaire, au niveau économique, par d'autres pays. Pour l'instant, ils sont complètement les Chinois les ont largués, c'est même pas la peine. Au niveau de l'armée, même du point de vue du volume, l'armée chinoise est largement supérieure à l'armée américaine. L'armée russe est bien meilleure dans son fonctionnement, dans son efficacité, parce qu'elle est plus nombreuse et qu'elle a une expérience de la guerre qui est unique. Et puis finalement, on a la flotte américaine qui est dans un sale état, mais ça reste malgré tout je dirais, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, en tout cas sur le. Alors, tu me fais une transition merveilleuse, Xavier. Je suis désolé, du coup, je te coupe parce que c'est exactement le sujet. Et puis là, je vais basculer avec Fabrice. On a eu cette semaine des exercices entre la Chine et la Russie dans le Pacifique, des exercices militaires sur les flottes navales respectives. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que la Russie et la Chine se préparent éventuellement à se battre côte à côte? Ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait normal finalement entre pays amis? C'est pas la première fois qu'il y a des exercices conjoints en mer de Chine entre la Russie et la Chine. Donc des exercices maritimes militaires. Il y en a eu, je crois, déjà l'année dernière. Donc en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Simplement, ce qu'on peut retenir pour moi de ces exercices, c'est que malgré justement les menaces américaines, les menaces de Donald Trump sur les liens entre la Chine et la Russie, eh bien, les deux pays montrent une nouvelle fois que leurs liens sont des liens qui aujourd'hui sont des liens stratégiques. L'un a besoin de l'autre de toute façon. La Russie a besoin de l'économie ou plutôt du marché chinois pour sa propre économie, et la Chine a besoin de l'expertise, de la connaissance de la meilleure armée du monde qui est l'armée russe. Et donc, voilà, ils organisent, ils continuent, en fait, ils ont des accords dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine industriel et dans le domaine militaire. Et ils continuent, en réalité, tout simplement, leur agenda, l'agenda qu'ils se sont fixés, et sans tenir compte voilà, des vociférations outre-Atlantique. Ça qui est intéressant, je crois, surtout ça qu'il faut retenir, c'est que l'amitié aujourd'hui, alors l'amitié c'est toujours un terme qu'il est difficile d'utiliser quand on parle de deux pays, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'amitié dans les relations entre pays, mais en tout cas, on voit que voilà, les accords qui ont été signés il y a quelques mois entre Poutine et Xi sont mis en place et tout se déroule comme le plan le prévoit. Est-ce que, Xavier, ça fait perler une goutte de sueur sur le front de Donald Trump de voir la Russie
et la Chine militairement faire des exercices conjoints. Tu parlais justement du poids et de la force en fait respective de chacun de ces pays. Si je suis ton explication, les États-Unis ne seraient pas en capacité de se défendre militairement contre la Russie et la Chine réunies. Mais la Chine et la Russie ne vont pas traverser le Pacifique pour attaquer les États-Unis. Voilà. La question, c'est est-ce que l'armée américaine est capable d'être une menace pour la Chine et la Russie? Pour la Russie, non, parce que ce que pourrait faire l'armée américaine, c'est un blocus. Voilà, du point de vue militaire, en restant sur le conventionnel. Je ne parle pas de la guerre nucléaire, en restant. C'est un blocus. Mais aujourd'hui, la Russie dispose de vecteurs, et sans doute la Chine aussi, qui permettent de détruire des porte-avions qui coûtent 20 milliards de dollars à produire, sur lesquels il y a des avions qui coûtent encore plus cher, et au moins 2000 marins sur ces bateaux-là. Donc, organiser un blocus, ce serait extrêmement risqué pour Washington. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est aussi ça, c'est comme démonstration de force, c'est-à-dire que la dernière vraiment supériorité militaire des États-Unis, c'est la flotte, c'est les porte-avions. Et ça, finalement, ce n'est plus une menace ni pour la Chine, ni pour la Russie. Parce que pour la Chine, effectivement, un blocus, ça serait quelque chose de mortel. L'accès à la mer, par la mer de Chine précisément, de la Chine est très, très étroit. C'est pour ça d'ailleurs que Taïwan est quelque chose de très extrêmement important, notamment parce que c'est une partie de la Chine, mais aussi parce que pour avoir accès à l'océan Pacifique et pouvoir ensuite ou descendre vers le sud par le détroit de Malacca. Donc, en gros, la seule menace militaire que peut faire peser Washington, c'est un blocus. Mais on n'en est pas encore là. Et là aussi, encore une fois, le blocus, c'est un acte de guerre qui peut tourner à une guerre nucléaire. L'autre aspect, c'est aussi Taïwan. C'est-à-dire que les Américains prétendent que les Chinois veulent reprendre Taïwan par la force. Or, moi, je pense que c'est faux. Alors, j'avais lu, mais je n'ai pas été confirmé, que Deng Xiaoping avait annoncé que le retour de Taïwan aurait lieu en 2049. Donc déjà, on a un peu de temps devant nous. Et de toute manière, la Chine n'aime pas la guerre. Elle n'aime pas la guerre. Toutes celles qu'elle a faites, elle a toujours gagné à la fin sur le temps long, mais en gros, à chaque fois, ils se font battre. Ils se sont fait battre par les Japonais en 33, 32, 33, je ne me souviens plus. Et finalement, sans l'armée rouge, la Mandchourie sera encore occupée, vraisemblablement. Donc ce qu'il faut dire, c'est que je crois que c'est avant tout un geste diplomatique. Déjà, c'est très bien aussi pour une marine de s'entraîner. C'est diplomatique et ça montre que la Chine ne va pas appliquer les sanctions. Parce que ce que demande Trump à la Chine et à l'Inde, c'est d'appliquer les sanctions contre la Russie. Quand vous faites des manœuvres militaires avec un partenaire, ça veut dire que vous n'appliquerez pas les sanctions. Et surtout, rappelons une chose, c'est que les BRICS, ce qui vraiment, dans la mesure où les institutions des BRICS ne fonctionnent pas encore réellement bien, il y a la force des BRICS. Et pour moi, le point principal, c'est qu'il n'y a pas de sanctions entre les pays des BRICS. Sinon, ils sortent des BRICS. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que c'est réaffirmer que non, les sanctions secondaires ne font pas peur à Pékin, comme elles ne font pas peur à l'Inde, comme elles ne font pas peur au Brésil, et que de toute manière, les seules sanctions qui peuvent être appliquées, c'est celles qui sont adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Toutes les autres sont illégales du droit international, du point de vue du droit international. Toutes les sanctions que la France, les États-Unis, l'Europe, etc., ont prises contre la Russie sont illégales du point de vue du droit international. Voilà. Donc et y compris maintenant, même celles contre l'Iran, puisqu'elles n'ont pas été désormais. Maintenant, s'il y a des sanctions contre l'Iran, vous pouvez être certain que la Russie, la Chine mettront leur veto et que donc ça ne passera pas. Donc voilà, c'est effectivement, Fabrice l'a dit, il y a eu d'autres manœuvres. Il y a eu des manœuvres conjointes Iran, Chine, Russie. Et c'est un geste pour bien montrer que nous n'avons pas peur de vous, vous n'êtes plus capable d'imposer votre loi, même par effectivement une marine américaine qui, même si elle est en mauvais état, au moins sur le papier, est supérieure à toutes les marines du monde. Eh oui. Pour revenir effectivement sur la question, tu disais des sanctions, l'Inde, le Premier ministre indien, j'ai retrouvé son tweet, il est très intéressant. Il dit nous considérons avec importance nos relations avec les États-Unis, mais si l'Amérique
devient totalement non raisonnable, nous aurons simplement à aller ailleurs, aller voir ailleurs. Donc les choses sont. Juste pour rappeler, il faut voir qu'en plus, dans je dirais le dispositif qui est mis en place par Washington pour contrer la Chine, l'Inde est une pièce maîtresse. Et d'ailleurs, à l'origine, on parlait de cette zone-là en parlant de la zone Asie-Pacifique. Et les néocons américains l'ont transformée en zone Indo-Pacifique pour bien montrer que l'Inde fait partie de ce bloc et que donc il n'y a pas que la Chine dedans. Donc, il y a des réunions, il y a ce qu'on appelle il y a différentes structures qui ont été mises en place qui sont des espèces d'OTAN de la région, le Quad, les Five A's, j'oublie encore les noms, le AUKUS, etc. Et donc, c'est important pour la géopolitique américaine de mettre l'Inde de son côté, contre la Chine. Et là, ce à quoi on assiste, c'est qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. De la même manière que les démocrates ont poussé la Chine et la Russie dans les bras l'un de l'autre, là, on a maintenant l'Inde qui s'entend déjà très bien avec la Russie, et puis et vers la Chine. Donc c'est encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. Et l'Inde a déjà été colonisée une fois, ça lui suffit. Voilà, donc il faut qu'il change de ton. Encore une fois, c'est ce qu'on avait observé dès le début, les menaces vis-à-vis de la Chine, la perte de face en Asie, notamment en Chine, est quelque chose de très important. À partir du moment où ils ont menacé la Chine, il était clair que la Chine n'allait pas se soumettre. Alors que si jamais il avait commencé à faire de la vraie diplomatie, c'est-à-dire discrète, prévoir, organiser, se mettre d'accord sur une déclaration commune, là, ça aurait fonctionné. Et ce qu'il faut espérer, c'est que les Chinois, les Russes, les Indiens réapprennent aux pays occidentaux à faire de la diplomatie. On a vu ça, par exemple. Il y a du boulot. Par exemple, le seul point positif de la conversation d'Emmanuel Macron avec Poutine, c'est que cette fois, elle n'a pas été publiée. Donc petit à petit, la Macronie et le Quai d'Orsay réapprend à faire de la diplomatie. C'est pas mal, c'est bien. Ouais, c'est ton côté. Alors ça, je pense que tu es bienveillant dans ton propos, mais je suis pas certain qu'il le fasse volontairement. Allez, messieurs, on est très bavard aujourd'hui. Il y a plein de sujets passionnants. Finalement, on est en été et il y a quand même plein de choses qui se passent dans ce monde de fou. Dernière petite question, on va le traiter très vite parce que ça, c'est un petit peu la blague de la semaine. Volodymyr Zelensky, Fabrice, a pris la parole. Lui aussi, il est très adepte ou très accro des réseaux sociaux. Il a pris la parole avant-hier soir, de mémoire, ou hier soir, pour demander le changement du régime en Russie. Donc, il faut destituer Vladimir Poutine. Il faut que tous les pays occidentaux fassent, on ne sait pas quoi, mais peut-être tu vas pouvoir nous éclairer, mais faire tomber Vladimir Poutine. Comment on rigole simplement ou on commente, Fabrice? On peut essayer de commenter sans rigoler. En fait, sur quelle base d'abord il peut s'appuyer pour demander la destitution d'un président qui a été légitimement élu par son peuple? En fait, je pense que Zelensky essaye d'appliquer aux autres ce que les Occidentaux ont appliqué avec lui. C'est-à-dire que lui, en fait, n'a pas été légitimement élu, très probablement. Il a dû être choisi et poussé comme Macron l'a été à une certaine époque avec l'aide des démocraties occidentales. Et donc, il s'imagine que c'est le mode de fonctionnement normal d'une élection. À ce propos, je pense qu'il est important de rappeler une déclaration que le SVR a récemment faite, où ils ont dit que dans une station alpine, eh bien, les services anglo-américains avaient déjà acté une destitution future de Zelensky au profit de l'ancien chef d'état-major ukrainien Zaloujny, qui aujourd'hui est ambassadeur à Londres. Ambassadeur d'Ukraine à Londres. Et d'ailleurs, c'est quand même assez drôle parce que juste après cette déclaration, on a vu effectivement des photos glamour de Zaloujny en noir et blanc dans des magazines comme Vogue, qui rappellent quand même assez étrangement la première élection de Macron en France, où on le voyait effectivement poser sur toutes les unes des différents magazines. Et donc, en fait,
ce que je veux dire par là, c'est que dans l'esprit d'un Zelensky, même si à mon avis ça ne doit pas lui faire très plaisir de voir son rival prendre autant d'importance, je pense que dans les démocraties occidentales, on s'imagine que c'est effectivement comme ça que fonctionne la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est les services secrets anglo-américains qui décident dans une petite station balnéaire alpine qui sera le prochain président de l'Ukraine. C'est quand même assez triste, j'ai envie de dire, pour les Ukrainiens qui meurent au front depuis 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'en fait, ils se battent pour ce que eux avaient imaginé défendre leur pays, leur terre, etc. En réalité, ils se battent pour une petite oligarchie qui décide de tout, qui décide à leur place et qui n'est pas élue, mais qui est nommée par les États profonds occidentaux. Et moi, je crois en réalité que si Zelensky a décidé aujourd'hui, enfin, ou plutôt il y a quelques heures, de demander la destitution de Poutine, c'est justement pour faire un contre-feu par rapport à ce qui s'est passé justement à la déclaration du SVR, donc des services secrets extérieurs russes, qui ont dit justement que Zaloujny allait remplacer Zelensky. Et je pense qu'en fait, il est dans une situation très inconfortable et qu'aujourd'hui, il essaye de reprendre la main politiquement et donc il sort des déclarations complètement utopiques, puisque évidemment, on voit mal qui pourrait aujourd'hui destituer Poutine. Poutine a une assise politique très importante dans son propre pays. Il est soutenu par sa population. Et quand un président est soutenu par sa population, malgré les secousses extérieures, il n'y a rien qui se passe. On l'avait vu. J'en veux pour preuve, ça c'est un bon exemple. Lorsque en Syrie, il y a eu la guerre en Syrie et que Bachar el-Assad s'était pris contre lui la plus grande coalition de pays que l'histoire n'a jamais rassemblée, à savoir tout l'OTAN pour un petit pays comme la Syrie, parce que là on ne parle pas de la Russie, eh bien malgré tout, il est resté au pouvoir jusqu'à récemment. Pourquoi ? Parce qu'il avait la rue derrière lui. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est complètement stupide, cette déclaration n'est attachée à rien de réel. Et je pense qu'en réalité, voilà, c'est vraiment une déclaration purement politique pour faire un contre-feu par rapport à ce qui est en train de se passer dans son dos. Il va être bientôt remplacé. Voilà, c'est ça le... Donc, quand on est mal politiquement dans son pays, on doit raconter n'importe quoi. C'est ce que je retiens finalement de Macron, de Trump, de Zelensky. Xavier, ceci étant, quand même, destituer un pays, le président d'un pays à l'encontre de sa volonté, ça s'appelle du terrorisme. Je rappelle, et c'est là que je te renvoie sur la question, puisqu'on a beaucoup parlé du terrorisme en Ukraine, que les services secrets ukrainiens avaient notamment indiqué qu'ils avaient des réflexions quant à l'assassinat ou au meurtre du président russe. Est-ce que c'est pas de cette forme-là que Zelensky l'entend ? Oui, c'est un peu la vision israélienne, c'est-à-dire c'est Judith qui tue Holoferne et qui change le cours de la guerre. Mais non, je pense que c'est pas ça. Moi, je mets ça dans les pathologies du perdant, que j'ai d'ailleurs théorisé dans mon bouquin sur Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. C'est-à-dire qu'on voit que les perdants dans une guerre commencent à basculer dans une pensée magique, où quelque chose va renverser le cours normal de la guerre. Donc c'est une arme magique, une diplomatie magique, c'est-à-dire, comme encore une fois, Roosevelt meurt le 12 avril 1945, Hitler pense que ça y est, les Américains vont rejoindre les Allemands contre l'URSS. Donc ça aussi, cet exemple-là vaut pour cela, c'est-à-dire que le chef de l'État adverse va mourir et ça va tout changer et ça va provoquer un virage à 180 degrés. Et donc, en fait, je pense qu'on est vraiment dans la pensée magique. Je pense qu'il n'y a pas que Zelensky qui croit en ça. Je pense qu'on l'a aussi en Occident. J'ai appelé ça aussi le syndrome Paul Ier. Paul Ier, c'était le premier empereur avec qui Napoléon a pu discuter. Et il a été assassiné par les boyards qui voulaient continuer à faire du commerce à Saint-Pétersbourg avec les Anglais. Et est arrivé Alexandre Ier qui, lui, était fondamentalement hostile à Napoléon. Et donc, c'est l'idée qu'on va assassiner, là, il est plutôt question de faire une espèce de Maïdan en Russie. Bon, c'est complètement lunaire, comme l'a dit Fabrice. Mais c'est l'idée que si jamais le chef meurt ou change, ça va provoquer un revirement
à 180 degrés, à 360 degrés, comme disait Madame Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemande. Et mais ça, en fait, ce qu'il faut analyser ça avant tout, c'est plutôt comme des pathologies comportementales du perdant. Donc, c'est la pensée magique. Arme magique, diplomatie magique, mort magique, voilà. Et malheureusement, ça ne marche pas, surtout pas un État comme la Russie. Et ça peut même être pire si Poutine. Bah oui, c'est ce que remplacé... je veux dire. Ça veut dire qu'ils ne connaissent rien foncièrement à la Russie, parce que je sais pas, il est évident, président. Il est évident que Dimitri Medvedev aimerait bien revenir à la présidence. Est-ce que la situation sera meilleure pour l'Ukraine si Medvedev revient à la présidence? J'ai quelques doutes. Ou si c'est Belousov, le ministre de la Défense. J'ai quelques doutes. Je citais Soutsky également, qui est extrêmement dur sur la question. Voilà. Bon. Poutine est un modéré, ne jamais l'oublier. Poutine est un modéré. Il faut bien garder ça. Regardez Kiev après 3 ans et demi de guerre. Regardez Gaza depuis le 7 octobre. Poutine se sent triste. Merci Xavier Moreau. Merci Fabrice Orlin. Centre droit. Tant qu'il ne nous fait pas dire en même temps, tout va bien. Messieurs, je vous souhaite donc une bonne fin de week-end, une bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouvera dans ce 48e épisode, peut-être la semaine prochaine, si on n'est pas en vacances d'ici là. Dans tous les cas, je vous le rappelle, le 1er septembre, ce sera les 1 an de Divergence Politique. Alors pour les 1 an, on aura une émission spéciale de 19h à minuit en live avec beaucoup d'intervenants. Toutes les heures, il y aura des nouveaux intervenants. Ce sera en live, donc vos commentaires seront affichés. Vous pourrez venir poser des questions en live, interroger Xavier, Fabrice et tous ceux qui seront là. On vous laisse beaucoup de surprises. Nicolas Mirkovic, Édouard Chanot, Thierry Marani qui sera présent, et puis plein d'autres. Voilà. Donc retenez bien la date, lundi. En plus, un lundi, on fait rien, c'est à rentrer, ça tombe bien. Venez fêter les 1 an de Divergence avec nous. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt. Et avec notre ancien président français. Au revoir.